Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Mouillard, le fondateur et dirigeant de Riverton, un cabinet de conseil spécialisé dans les grands projets, dans les transformations. Stéphane, plus de 30 ans d'expérience dans les industries internationales, dans les services. Avant de nous parler un peu de ton expertise, est-ce que tu peux rapidement présenter Riverton? Oui, Riverton, c'est une société que j'ai créée il y a 11 ans et qui est spécialisée. L'ADN de Riverton, c'est le management de projet, le pilotage de projet. J'aime bien le mot pilotage. Et il y a deux axes d'application. Le premier, c'est les grands projets industriels, les grands programmes industriels dans les secteurs de la mobilité, de l'énergie, de la défense, de la pharma aussi. Et le deuxième axe, c'est la transformation des entreprises. Donc là, on ne s'adresse plus à des clients externes, on va s'adresser à l'entreprise dans sa direction générale et dans ses équipes, donc pour permettre de transformer, donc avec des réorganisations, des process ou la culture managériale. Comment en fait on va transformer tout ça? Ok, top, vachement intéressant. Du coup, avant de créer Riverton, est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours, comment tu as commencé ta carrière professionnelle, les entreprises auxquelles tu as travaillé? Ouais, alors moi le début en fait c'était un peu un appel à l'aventure. J'avais soif d'international, j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai commencé alors dans un secteur qui s'y prête bien, le secteur du ferroviaire, où j'ai travaillé d'abord à New York, ensuite je suis revenu à Paris, j'ai travaillé en Suède et j'ai travaillé aussi sur beaucoup des projets internationaux, à Singapour, à Taïwan, à Caracas par exemple. Sympa, ouais, c'est des sessions sympas. Travail et un peu de voyage en même temps. Et exactement, enfin voilà des voyages, mais des voyages professionnels. Super. Et c'est dans ce cadre-là que du coup, tu as commencé à travailler dans tout ce qui est management de projet. Ouais, Comment c'est? alors ça c'est en fait quelque chose que j'ai découvert au tout début. Ça a été finalement de voir que mon ADN, enfin ce que j'aimais faire, et je m'en suis aperçu en fait bien après, et ce que je faisais aussi naturellement, c'était gérer des projets. Donc je me souviens en fait la première fois que j'ai commencé mon métier de chef de projet, c'était en Suède. Donc directement, sans tellement d'ailleurs de formation, j'ai été jeté dans le bain, avec des démarrages d'ailleurs un petit peu, il a fallu apprendre ce que c'est qu'un client. Au début, c'était pas facile et c'est là, en fait, où j'ai appris. Alors, j'ai appris un métier que maintenant j'adore et qui est devenu finalement mon ADN et ma spécialité. Et puis apprendre ce que j'ai appris à mes débuts, c'est effectivement, comment écouter un client et satisfaire les clients qui est un aspect fondamental de ce métier-là. D'accord. Surtout qu'en Suède, je pense que par rapport à la culture, au bien-être, au travail, c'est totalement Alors la différent. culture est très différente, enfin on pourrait parler de la culture suédoise et d'autres cultures internationales, mais effectivement c'est en la vivant qu'on apprend et c'est tout le bénéfice en fait, de l'expérience. C'est en vivant la culture qu'on l'apprend. Alors moi la culture suédoise, puisque tu en parles, hein, Ouais, l'image que j'ai en fait c'est des gens qui avancent en fait comme ça. Ils avancent doucement, sûrement, ouais. euh, et ça va dans une direction, mais il faut pas être pressé et tout le monde y va ensemble. Alors, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc c'est très puissant, mais en fait quand on vient de France et qu'on a une culture peut-être de temps en temps plus directe, et que même quand on ouvre des livres, c'est pas écrit dedans. Ouais, Bon voilà, il faut 1 an ou 2 ans d'expérience pour se rendre compte des différences culturelles et managériales aussi des différents pays. d'accord. Et d'accord. Et dans cette boîte-là, tu es resté longtemps du coup? Alors, la première entreprise, ouais, je suis resté 7 ans, donc avec en trois lieux différents. J'ai découvert plein de choses. J'étais aussi en usine D'accord. dans le nord de la France pour justement construire des métros à l'époque. Voilà, et donc c'est vraiment là où j'ai découvert le métier de management de projet, de chef de projet. D'accord. Et c'est quoi en fait, en quoi ça consiste exactement? Alors, bonne question. Le métier de chef de projet, enfin pour moi, c'est atteindre un objectif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de livrer un produit, c'est d'effectuer une transformation d'entreprise. Donc on a cet objectif. Ensuite, on le décline par des plannings. Il y a une équipe projet. Donc on va gérer le planning, les coûts, la qualité, les risques par exemple. Et on s'appuie aussi sur les métiers d'entreprise. Il y a toujours des métiers d'études, de design. Il y a des métiers alors, dans le domaine moi, que je connais bien d'industrialisation, il y a des métiers de production et ensuite des métiers de mise en service. Donc en fait, on travaille je dirais en matriciel avec tous les métiers de l'entreprise
pour livrer un produit au client ou des produits ou services. D'accord. Donc faut coordonner tout le monde, les C'est un métier de managers. coordination. Souvent, alors on n'a pas forcément le pouvoir hiérarchique, parce que tout le monde a le pouvoir hiérarchique sur l'équipe projet, mais pas, donc ça demande beaucoup de coordination, et je dirais de faire adhérer Ouais, les personnes au projet, et souvent des projets qui sont magnifiques, hein, des grands projets, ouais. moi que je connais bien, internationaux, donc des projets passionnants. D'accord. Et du coup, ouais, tu un peu un chef d'orchestre, sachant que tu as des gens qui sont un peu réfractaires au changement, qui ont peur de la transition. Oui, alors effectivement, dans les métiers de transformation, voilà, il y a tout un aspect d'aller, d'entraîner, d'avoir cette dynamique de changement, ouais. OK. D'accord, donc 7 ans dans cette boîte-là et après du coup, c'est quoi ton parcours? Et après donc, il y a eu une transition, j'ai changé d'entreprise, et c'est là, en fait, où je me suis aperçu, on parlait de la culture internationale, de la culture d'entreprise. Les cultures d'entreprise, qui sont très différentes d'une entreprise à l'autre. Au départ, je gérais c'était de fait des très gros projets dans le domaine du ferroviaire. Ensuite, j'ai géré des projets moins importants, mais alors avec une équipe. J'ai géré des chefs de projet, et c'est là où, en fait, où j'ai vu qu'il fallait retirer un zéro dans toute la manière dont je gérer les coûts, et cetera. C'est une entreprise, la deuxième, qui était beaucoup plus orientée, par exemple, sur le cash, D'accord. alors que des très grands groupes, le cash n'est pas forcément géré, d'un point de vue opérationnel, direct par des chefs de projet. Donc beaucoup plus proche, en fait, du résultat, et c'est aussi par mes fonctions plutôt de directeur de business unit, où j'étais plus, donc sur ces sujets-là. D'accord. OK. Et après du coup, c'est ça aussi qui t'a donné l'aventure, l'envie en tout cas de te lancer à ton compte? Oui, alors ensuite, il y a eu, alors pareil, je pense que c'est toujours un appel, à faire des choses nouvelles, et à l'aventure. J'ai quitté, en fait, le domaine du salariat, et c'était, à l'époque, donc c'était en 2006, le frère d'un camarade de promotion, qui montait une entreprise dans le domaine du solaire photovoltaïque, que j'ai rejoint, qui cherchait un associé. Ouais. Heu, Rien à voir du coup, mais donc rien à voir, et j'ai démissionné, alors quasiment du jour au lendemain, sans chômage, sans rien, sans me payer pendant 6 mois, et c'est un projet, formidable, auquel, bien évidemment, je croyais dès le départ, et ça a été une très belle expérience entrepreneuriale. ah top, bravo. C'est vrai que souvent, bah, tu resté 7 ans, c'est vrai que quand tu quittes, tu changes de boîte comme ça le lendemain, les gens ça peine souvent en disant que ils sont pas contents, ils veulent changer de boîte, mais finalement, tu as très peu qui prennent des risques, surtout que là, toi, tu es Oui, et en même temps, j'ai fait ça très naturellement, quoi. ouais. OK, surtout qu'aujourd'hui, tu vois, maintenant, ça y en a beaucoup qui vont se lancer, ils ont le chômage, ils ont un peu d'épargne, ils ont pas mal de choses et aujourd'hui, de plus en plus, on pousse un petit peu aussi, il y a un peu plus de confort pour partir, mais toi, tu as fait une période où, Ouais, j'ai franchi le pas. mais bon, en même temps, vu ton domaine, tes compétences, c'était un peu tu maîtrisais ton environnement, tu savais que tu prenais c'était des risques calculés, pas forcément ou non, tu t'es dit: «Tiens, je vais me lancer dans la En fait, je me suis même pas posé la question, je ouais. crois, hein. J'y suis allé, et puis ça s'est bien passé. D'accord et du coup, ça m'intéresse cette expérience du coup dans le photovoltaïsme. Comment Ouais, fait alors le de fait que photovoltaïque, ça a été une expérience, assez incroyable. Alors moi, je retiens 2 choses, en fait, c'est l'hypercroissance, puisqu'en fait, on était, soutenu par un marché, très favorable. En fait, il y a eu des ailes, comme pour lancer des nouvelles, technologies, nouvelles énergies. Il y avait des aides, donc, de l'État pour faire ça. Donc le marché était très soutenu par des aides, et pour peu, qu'on soit relativement bien organisé, méthodique, c'était entre guillemets «relativement facile» de faire de la croissance. Ce qui s'est fait, en fait, et l'objectif de départ qu'on s'était donné a été atteint, après 5 ans, parce que je me souviens, l'objectif, on s'était dit: «Tiens, l'objectif, c'est totalement réaliste, hein, de faire 100 millions d'euros au bout de 5 ans», et on en a fait, je me souviens, 80 millions mmh, au bout de 4 ans et demi, et avec 400 personnes. Donc c'était une aventure, en fait, et là-dedans, moi, ce que j'ai appris, c'est comment on franchit effectivement les étapes, de passer effectivement de 2 personnes à 10 personnes, 50 personnes, de franchir tous les paliers, et d'arriver d'ailleurs à un certain palier, ouais, auquel, on est resté à la fin. Les paliers de croissance, en fait, et ce qui me permet aujourd'hui aussi d'accompagner des entreprises aussi ouais, dans des fortes croissances et dans des environnements très, très innovants et très nouveaux. OK. Attends, c'est impressionnant. Tout ça en 4 ans, avec autant de ouais. 88, ça a été très intense, ouais.
Voilà et avec des débuts que j'ai aussi bien aimé je me souviens, on est monté sur les toits, au début puisqu'en fait, on n'était pas très nombreux et le métier, en fait, consistait à retirer les tuiles, hein, d'étuiler, la partie du toit. On a travaillé d'abord pour les maisons individuelles, OK. en B2C. Donc pour tirer les tuiles du toit, on mettait les systèmes de protection, contre l'étanchéité. Ouais. On mettait les panneaux solaires, on mettait tout l'équipement électrique Ouais, et on donc faisait ça en 2 jours, voilà. J'ai fait ça sur les l'expérience terrain. premières Ouais. installations, seulement et ça d'ailleurs, je me suis formé, pour les travaux en hauteur et cetera donc j'ai Bien. beaucoup aimé cette première partie-là. Ouais, bon, c'est bien. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que, tu vois, souvent, quand on parle de projet management, tu as beaucoup de gens qui vont venir parler, conseiller, enfin, l'audit, mais qui sont pas dans l'opérationnel, qui connaissent pas le terrain. Et là, du coup, toi, tu as Ah, démarré. moi, c'est ce que j'aime bien et c'est ce qui me caractérise toujours, je pense, c'est le côté, terrain, donc le sens du terrain et d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens, d'aller directement, de voir comment et ça donne ensuite une crédibilité, forte. En fait, une fois que j'ai fait ça avec les équipes, plus personne pouvait me dire que est-ce que, dans les environnements: «Ah, je peux pas pour des raisons de sécurité» et cetera. Moi, comme moi je l'avais fait, Ouais, bah, ça donne une légitimité évidente et puis ensuite alors il y a ceux avec qui je l'ai fait et puis ensuite bon, bah, ça s'est su. Donc ensuite après il y a plus rien à faire en fait. Les gens savent et les gens savent, bah, qu'on est crédible dans ce qu'on dit. ok, top, nickel. Je sais que dans cette activité-là, tu as quand même pas mal de réglementations, tu as un peu de concurrence. Comment c'était, du coup, pendant les 4-5 ans que tu as fait? Alors il y avait de la concurrence, mais comme le métier enfin le secteur était en très forte croissance, la concurrence, elle était, je dirais pas qu'on la voyait pas, mais elle était saine Ouais, et en plus moi je faisais partie en fait des instances qui, je me souviens c'était le syndicat des énergies renouvelables qui régulait tout ça et on se parlait entre collègues. Donc en fait mes concurrents en fait je les connaissais, on se connaissait directement, on se rencontrait dans les salons donc les salons internationaux, les salons professionnels. Donc voilà, on était d'accord. on était plutôt une, Ouais. une fratrie à défendre en fait à l'époque un combat pour l'émergence de nouveaux types d'énergie, plutôt que des concurrents. D'accord, ok, merci. Et donc, du coup, là-dessus, pareil, tu avais ton objectif, vous avez atteint l'objectif, c'était quoi la suite, du coup? Alors la suite, oui, alors ça c'est la belle partie, Ouais. c'est on atteint les objectifs, c'est bien. C'est déjà bien. Ensuite, le marché s'est retourné. En fait, les aides de l'État ont brutalement été coupées. Et donc ça fait qu'on avait développé 2 activités, une activité B2C, donc pour les particuliers, une activité B2B pour les centrales, les grandes centrales au sol et bah, l'activité, pour les particuliers, en fait, il y a eu des aides qui ont été, coupées. Donc en fait, les gens du jour au lendemain, en fait, ils se sont dit: «C'est plus intéressant», parce qu'ils avaient vu ça à la télé et cetera Ouais, et donc l'activité s'est complètement arrêtée. Donc il y a une partie de l'activité qui était l'activité quand même majoritaire en termes de chiffre d'affaires qui s'est complètement arrêtée et l'autre activité ensuite, bon, qui a été quand même, qui a réussi à survivre et puis ensuite qui a été revendue par un troisième associé qui était rentré dans d'accord. l'aventure. Et donc, du coup, toi, à ce moment-là, tu t'es dit, allez, Alors à ce repars. moment-là, bah, ça m'a quand même fait un coup, parce que Ouais, c'était quand même très dur, hein. C'était une expérience très intense et un coup, c'est un peu la douche froide à la fin. Et j'avoue que j'ai mis alors maintenant je suis plus résilient, hein, je mets peut-être moins de temps à m'en remettre quand il y a des hauts débats, parce qu'on a tous, il y a tous des hauts débats. Mais ouais, ça m'a mis du temps à me dire: «Bah, non, qu'est-ce que je vais faire après?» et c'est là, en fait et ça fait la transition, c'est là où je me dis: «Bah, je savais pas», je me suis fait coacher et j'ai bien aimé le coaching. d'accord. Ouais. Et ensuite j'ai fait une formation coaching et j'ai décidé, ben, de lancer mon activité, enfin fort de toutes ces expériences, que j'ai eues, de lancer mon activité de conseil en management de projet puisque, c'était ce que j'aimais faire. D'accord. Et ça, c'était en C'était en 2013, voilà, ça fait, D'accord. 11 ans maintenant. 2013, tu Bientôt, lances. bientôt, 12, voilà, Ouais. D'accord. Donc, 2013, tu lances Riverton. exactement. Riverton qui a un nom qui marque, du coup, d'où ça vient? Alors le Ouais. nom Emerson, oui, je me suis posé toujours la question du nom, là. Bah, j'aimais bien le côté rivière, la fluidité, le flow. Et Python, l'aspect plus dynamique, voilà, le rythme, le son, voilà. C'était un mélange, c'était purement phonétique, mais Riverton, c'est aussi une ville Ouais. qu'on peut trouver aux États-Unis, voilà. D'accord, ok. Donc, du coup, là, c'est pareil. Donc, tu redémarres à zéro. euh, et là, tu retournes un peu dans tes premiers amours, du coup, toute la partie.
Alors là, oui, bah, en fait, j'ai commencé à réaliser des missions dans le domaine du management de projet, project management D'accord. office, hein, c'était les premières missions. Workflow, qualité, coût, délai. D'ailleurs des missions en fait auxquelles, qu'on m'a par mon réseau, hein, qu'on m'a proposé, auxquelles j'y aurais pas forcément, pensé au départ. Donc ça a été au départ, un lancement opportuniste. Et ensuite, ma volonté aussi, c'était de développer le coaching. Donc j'ai ma première formation de coaching, je l'ai complétée avec, une entreprise dans laquelle je suis rentré qui faisait du coaching de dirigeants, donc associé en fait l'aspect coaching, life coaching, OK. coaching de vie, qui est plus du coaching pour particuliers, à tout l'aspect business et management, et leadership. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, alors c'était un peu plus tard en 2015, à coacher à avoir des échanges, je dirais de dirigeant à dirigeant en fait, donc D'accord. en accompagnant des gens eux-mêmes qui avaient des parcours, souvent, entrepreneuriaux, des grands D'accord. parcours. Voilà. D'accord. Et à la fois des entreprises, de taille normale et aussi, ou souvent des personnes en transition dans les grands groupes, en transition qui passaient de prise de poste, en fait, des gens qui passaient par exemple de manager à directeur. Et puis aussi des startups aussi. Moi, je me suis beaucoup amusé à coacher des startups, métier que je connaissais bien par mon expérience précédente, même si nous, on était vraiment tout au début il n'y avait pas encore Ouais, l'esprit c'est startup bah, tel tant qu'on peut mieux. le connaître aujourd'hui, mais ça m'a beaucoup aidé aussi pour accompagner des startups. D'accord, top. Ouais, en plus, du coup, tu as découvert le coaching, tu t'es formé pour le coaching et après donc du coup, plutôt donc, accompagner les managers, via le coaching, c'est ça? Heu, Oui, OK, top. c'est ça. Et donc du coup, ça reflète aussi un peu l'ADN, c'est ça, de Riverton où tu as du coaching, des ingénieurs, des managers? Oui, alors moi, ce que je retiens, il y a le côté ingénieur que j'aime bien, Ouais, finalement, qui m'a apporté 2 choses. De la méthode. Voilà, quand on est dans des métiers de management de projet, c'est important d'avoir de la méthode et de la rigueur et de la discipline. Et la deuxième chose, c'est être à l'aise avec tous les aspects techniques. Et dans des domaines industriels, techniques, voire, tech aussi, d'accord. c'est important de savoir challenger les personnes parce qu'il y a souvent dans les entreprises je dirais des gens auxquels on n'ose pas toucher parce que des experts techniques et cetera. Et moi, je suis très à l'aise, finalement, quel que soit le domaine, à challenger les experts, voilà. Donc ce qui m'aide beaucoup aussi dans une posture où, faut faire un peu, bouger les lignes, voilà. OK. Donc le côté ingénieur. Le côté coach, c'est tout le côté humain finalement que j'avais pas forcément, avant et qui s'apprend. Moi, en coaching, j'ai appris à écouter, j'ai appris il y a plein de méthodes, qu'on apprend. Donc j'ai adoré effectivement à la fois les formations et puis, les mettre en pratique. Et il y a le côté, management de projet qui est mon ADN, comment on pilote un projet. OK, top. Donc c'est un peu la recette, magique? La recette magique, je sais pas, mais Ou en enfin tout cas moi les c'est mon AD ingrédients? c'est ce que j'apporte, c'est ce que je pense les clients, que je rencontre, aiment bien. C'est ce que j'apporte en fait quand je vais sur des missions de conseil, voilà, quand je pilote des missions. Top. Du coup, pour être un peu plus concret, pour que ça puisse vraiment parler aux gens, est-ce que tu as des exemples de situations à nous parler Oui, que tu alors pourrais par des situations, alors c'est vrai que les projets sur lesquels j'interviens, ça peut être aussi avec mes équipes, ça peut être aussi avec des partenaires, sont souvent des projets complexes, des projets difficiles, où justement on a besoin d'avoir une vue, 360. Alors, par exemple, moi je me souviens d'un projet assez innovant, d'un nouvel équipement à mettre sur un système de transport avec, une société qui avait certains sujets techniques qui n'étaient pas résolus, qui étaient en retard. Et donc le sujet, comme le sujet était assez stratégique, c'était monté, assez rapidement, en haut de chacune des directions générales des 2 sociétés, le client et puis le client final et puis la société, pour laquelle on travaillait. Et à ce moment-là, il a fallu déjà résoudre le sujet technique, donc rentrer dans les sujets techniques. C'était un sujet de sécurité, mais discuter avec les experts,
du sujet, donc comprendre suffisamment et le comprendre, en fait, comme quelqu'un de l'extérieur. Parce que moi, le but, c'était pas de comprendre pour comprendre, c'était de me mettre à la place de leurs clients Ouais. pour dire: «Bah, voilà, comment je vais convaincre une personne du sujet?» Voilà. Et donc il y avait un aspect de communication et souvent de ce que j'aime bien faire, de simplification. Parce que pour bien communiquer, faut simplifier, surtout quand on parle de sujets quand même, très complexes. Ouais. Donc il y avait cette partie-là. Ensuite, il y avait une partie industrielle où il fallait sortir les premiers prototypes et je me souviens, et il fallait aussi rétablir la confiance du client. Parce qu'avec les aspects techniques et puis les retards, un des enjeux, c'était rétablir la confiance du client. Donc pour fin juin, on s'est fixé une date et on s'y est tenu. C'est-à-dire qu'on a réussi, à sortir ces premiers prototypes pour la date donnée. Et alors on va reparler de l'aspect terrain qui est une des valeurs que j'aime bien. Pour faire ça, en fait, l'entreprise était divisée. En fait, il y avait les équipes projet qui étaient dans une ville et l'usine qui était à 100 kilomètres. Donc c'était pas non plus facile pour communiquer. Et moi, bah, avec bien évidemment l'accord du client, je me suis dit: «Bon, moi je vais en usine, je vais sur le floor, en fait». Et je me souviens dans la dernière semaine, parce que voilà, c'est moi qui me suis retrouvé à animer, en fait, l'équipe j'ai même pas au quotidien, hein, être sur pendant, 3-4 jours, être présent au milieu de l'atelier et à coordonner tout le monde pour pouvoir sortir ces équipements. Et c'est vrai que c'était c'était une aventure, ne Ouais. serait-ce que l'aventure humaine Ouais. que ça représente d'être dans ces derniers moments-là, a été extraordinaire. Bon, top. On voit encore ton côté humain, en tout cas, terre à terre, parce que du coup, tu te déplaces, tu pas et je pense pas que tout le monde encore, tous les cabinets que je connais en tout cas, n'ont pas encore cette approche-là où ils vont plutôt être derrière des tableaux, derrière du suivi et finalement, Alors les 2 sont nécessaires, hein. ouais, Il faut aussi de temps en temps tomber se mettre dans les tableaux Excel, et puis c'est important pour communiquer parce qu'il y a tout l'aspect reporting aussi. Mais, c'est important d'être proche du terrain parce qu'il y a l'aspect humain aussi qui va être très connecté à ça. On peut pas faire, tout à distance. oui. Ouais, faut une vision un peu 360. Exactement, ouais, moi, c'est ce que j'aime bien dire. Moi, dans ce que j'ai développé un peu, ben, au fil de l'eau comme méthode, c'est d'avoir une vision holistique. Mmh. Et en fait, quand on voit, en fait, souvent, l'entreprise missionne des personnes extérieures pour intervenir, mais il y a des choses que l'entreprise va voir, que le client va voir, et il va y avoir des angles morts. Et l'idée, c'est de se dire: «Bon, bah, voilà, répondre aux besoins du client, mais en même temps, mettre le doigt sur ce que le client voit pas forcément». Et il y a toujours un, sujet qui prime à un moment donné. Et ce sujet-là, il faut impérativement le résoudre en premier pour que ça marche. OK, top. C'est quoi un peu les valeurs que tu essaies de transmettre à travers Everton, à travers ton intervention? Alors, oui, alors les valeurs, moi, je suis très attaché aux valeurs, donc Ouais. tu fais bien de poser la question. Les valeurs, alors c'est à la fois les valeurs pour les personnes avec lesquelles je travaille et aussi ce que j'essaye aussi de transmettre aux clients et les valeurs, je pense, qui sont nécessaires, grosso modo, pour faire réussir des grands projets, complexes et innovants. La première, bah, c'est le sens du résultat. C'est-à-dire que, l'ADN, je pense, du chef de projet, c'est d'avoir un objectif et alors je dirais pas coûte que coûte, mais, de viser cet objectif, d'avoir l'objectif en tête en permanence. Voilà, ça c'est voilà. Et c'est donc le sens du résultat et ça nécessite un engagement. Et voilà, donc moi, le sens du résultat, engagement, donc je mets ces 2 valeurs ensemble. Donc ça, c'est la première. La deuxième, bah, c'est ce dont j'ai pas mal parlé, c'est le terrain. C'est le sens du terrain. C'est d'aller voir les personnes, d'aller dans les lieux, dans les usines, dans les bureaux, dans les réunions et de voir effectivement comment ça se passe et on apprend énormément de choses en très peu de temps. Et ça aussi, c'est un vecteur d'efficacité, quand on intervient. Donc sens du terrain. Et puis, bah, l'ancrage, hein, savoir d'où on part, hein. Souvent, c'est très facile de savoir là où on va, parce que D'accord. voilà, tiens, on Ouais. va atteindre tel objectif à telle date et à tel budget. Mais de savoir d'où on part et si on ne sait pas d'où on part, bah, ensuite, c'est quand même Comment c'est exactement l'image du GPS, hein. Le GPS, on se dit: «Bah, tiens, je veux aller à tel endroit», mais le GPS, il sait où vous êtes. Et si par hasard le truc bug et on n'est pas au bon endroit, ça marche pas. Voilà.
Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est la deuxième valeur. La troisième et quatrième, c'est comment on va faire ça. Donc on va faire ça avec agilité. Donc c'est la troisième valeur. L'agilité, le fait de s'adapter, donc très important, et qui est lié aussi à une certaine simplicité, parce qu'il faut communiquer, il faut être simple, il faut être direct, il faut être rapide. Donc tout ça, l'agilité. Et la dernière, bien évidemment, valeur humaine, la cohésion. On ne fait que des beaux projets que en embarquant une équipe. Chacun ne doit pas travailler dans son coin. Donc l'aspect cohésion, pour moi, est également fondamental. Du coup, par rapport à tes valeurs, Ouais. toute cette partie, approche terrain, Mm. est-ce que tu as des exemples? Comment pour toi, l'approche terrain permet de Alors, résoudre des problèmes? l'approche terrain, alors j'ai cité cet exemple en usine. Il y a aussi un exemple qui me vient en tête, alors, qui peut paraître anecdotique, mais que c'était à l'époque où je coachais en fait des startups, dont une aussi, bah, maintenant sujet qu'on voit beaucoup qui est à la mode, qui développait des studios d'électrostimulation, donc D'accord. des salles de Ouais, sport avec OK. l'électrostimulation. Et donc, en même temps, bon, alors c'est ensuite des gens qui deviennent, pas des amis, mais enfin bon, des gens avec lesquels on était assez proches. Et puis moi, je lui dis, bah tiens, ça m'intéresse d'essayer. Donc j'ai essayé, parce que je connaissais pas du tout, j'ai essayé dans son studio. Et puis ensuite, plus tard, bon, je le coach, on se voyait toutes les semaines. Et puis à un moment, il me dit, bah, d'un point de vue concurrentiel, j'aimerais bien savoir comment je me positionne, qu'est-ce que font les concurrents, et quand on va là-bas, qu'est-ce qui se passe? Bah, je lui ai dit: «Bah, tiens, la prochaine fois, au lieu de venir, te voir et puis discuter de marketing, des sujets avec tes équipes ou autre, bah, si tu veux, à la place, je vais chez un de tes concurrents, voilà, et puis ensuite, je te raconte ce qui s'est passé». Et c'est ce que j'ai fait, et voilà, donc c'est en Ouais. même temps des sujets, voilà, quand on parle de terrain, c'est des sujets, moi, que je fais assez spontanément. Alors toutes les missions, bien évidemment, ne se permettent pas de faire ce genre de choses, mais j'ai beaucoup aimé avoir cet échange, et puis vraiment lui débriefer de manière très, voilà, l'accueil, la philosophie du truc, le côté est-ce que c'est fun, pas fun, les, je sais pas, les machins, les Ouais. vestiaires, les douches, la propreté de l'ensemble. Voilà, je lui ai fait un rapport complet. Truc, ça et du coup, ouais, on voit bien ton expérience. Du coup, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à des gens qui vont piloter des projets, des bons projets de transfo? Est-ce que tu as des tips rapides pour, Ouais, alors, marcher? il y a par exemple, moi, la manière dont je vais réaliser les projets, parce qu'en fait, je me suis aperçu assez rapidement que je suivais des étapes à chaque fois, et c'est à chaque fois c'était la même chose. La première, donc moi j'ai formalisé ça en 6 étapes. La première, on en parlait, c'est de fixer un objectif. Ce qui est relativement facile à faire, sachant qu'il y a l'objectif visible et il y a toujours un objectif caché. C'est la question que j'aime bien poser, ça c'est des questions de coaching. euh, à la fin voilà, du travail qu'on fera ensemble, qu'est-ce qui vous fera dire que c'est réussi? Donc voilà, sortir un peu des sentiers battus. Donc le premier, c'est l'objectif. Le deuxième, bah, c'est de faire un planning, puisque tout projet complexe doit, que ce soit de transformation ou industriel, doit être échelonné dans le temps, parce qu'on est souvent sur des opérations alors des projets industriels, ça peut durer 2, 3, 5 ans, voire plus. Et les opérations de transformation aussi durent un certain temps. Donc c'est comment en fait on va bâtir tous ces jalons-là. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est responsabiliser les personnes. C'est des choses qui ne sont pas forcément faites suffisamment bien, et c'est le conseil que je donnerais, c'est de responsabiliser donc les équipes. Donc chacun doit être responsable bah, si on divise par exemple le projet en plusieurs catégories, chacun doit être responsable d'une partie de manière très claire, et de dire, bah, tiens, tel jalon doit être franchi à telle date, et c'est toi le responsable de ce jalon-là, sachant ensuite qu'à la personne de coordonner effectivement son équipe pour que le jalon soit passé. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, ça va être comment on fait fonctionner tout ça en interne. Donc c'est des rituels à l'intérieur de l'équipe projet pour y arriver. Donc c'est toute l'animation, les réunions, les bonnes réunions, la méthode aussi pour animer tout ça.
Une fois qu'on a fait ça, la 5e étape, c'est, parce que comme on est souvent sur des choses assez complexes, il y a forcément des choses qui marchent pas. Donc toute l'importance du reporting est d'associer en fait le fonctionnement de l'équipe projet avec le fonctionnement de la gouvernance de l'entreprise ou de l'échelon du dessus en entreprise. Même sur les projets de transfo, il y a toujours, des hiérarchies qui va arbitrer les sujets. Donc comment faire monter les sujets et comment en fait on va faire travailler effectivement l'équipe projet avec le reste de l'entreprise, alors que ça soit effectivement la gouvernance ou que ça soit les différents métiers de l'entreprise. Voilà. Et quand on arrive là, donc on est à la 5e étape, il y a 2 possibilités. Soit ça marche, soit ça marche pas. Ouais, ouais. Parce que alors les belles théories, c'est bien, mais ensuite, ça marche pas forcément. Et soit ça marche, on s'arrête là, soit ça marche pas. Et alors là, il y a 2 possibilités. Et c'est là où c'est intéressant parce que on va changer de posture entre une posture de conseil et une posture de coaching. Donc là, c'est plutôt ensuite, ça bloque. Bon, qu'est-ce qui bloque? Et là, c'est plutôt le coach ou le mentor qui va se mettre en action et qui va essayer de trouver ce qui fondamentalement bloque. Et donc ça, c'est le cas, je dirais, c'est la sortie par le haut. On trouve ce qui bloque et on le débloque. Exemple, alors, petit exemple récent là, que j'ai vécu, une transformation, réorganisation, et puis à chaque fois qu'on faisait des choses, le planning dérapait. Donc au début, je dis, bah tiens, voilà, on a dit qu'on faisait ça en un mois, on a mis 2 mois pour le faire. Bon, c'est pas le chemin critique, c'est pas forcément très grave. Et si on fait ça pour toutes les opérations, on va pas y arriver. Puis ça s'est reproduit. Et puis ensuite, j'ai eu cette phrase, je sais pas pourquoi. Je leur ai dit: «Écoutez, vous savez, déjà c'est votre projet. Moi, je vous aide à l'animer, mais c'est votre projet. C'est votre projet d'entreprise, votre projet de transformation. Et vous savez, ensuite, être à l'heure, c'est une décision». Je sais pas Ouais. pourquoi je leur ai dit ça. Et je leur ai dit: «Bah, là, quand vous voulez prendre un train, vous allez pas décider d'arriver, 1 heure en retard. Vous décidez d'être à l'heure et vous êtes à l'heure. Vous avez pas de difficulté à être à l'heure pour prendre un train». Bah, là, c'est pareil. Vous avez décidé d'être à l'heure, donc ça veut dire décider de aussi, hein, c'est d'en faire une priorité. Et cette phrase-là, en fait, a eu un effet déclencheur qui fait qu'à partir de là, les équipes ont commencé à être à l'heure. Voilà. Ça a été un switch. Donc soit effectivement on arrive à faire ce switch, Oui. soit c'est plus compliqué parce que de temps en temps on n'est pas toujours là-dedans. Et j'ai un exemple aussi de projet qui a été, on a vu que l'objectif était trop ambitieux et on a décidé en fait d'avoir un objectif moins ambitieux, donc de réévaluer l'ambition du projet. Et ensuite un projet ça a redynamisé les équipes, etc. Et ensuite un projet qui s'est Mmh. bien réalisé. Comment réagit le client quand tu lui dis: «Bah, finalement, votre projet est trop ambitieux, mais on vous accompagne quand même»? Est-ce que le Alors, déjà, c'est pas forcément moi qui le dis, parce qu'en fait, le client, nous, on est là, bon, pour accompagner, pour animer, ouais, mais c'est quand même le client au départ qui s'en rendait compte que c'était, que voilà, qu'ils y arrivaient pas. Et c'est des choses, en fait, qu'on peut jamais faire tout seul. Moi, ce que je dis, en fait, quand on est dans des accompagnements comme ça et quand on essaie de faire bouger les lignes ou de faire marcher des choses qui marchaient pas avant, il y a une minorité, heu, qu'il faut avoir pour embarquer tout le monde. Moi, je l'estime à 30 des gens. Moi, si d'accord. 30 des gens réfléchissent à peu près comme moi, pensent comme moi, sont orientés objectifs, ont envie vraiment d'y aller, là, on arrive ensuite à embarquer l'ensemble. Si on n'a pas cette masse critique, c'est compliqué. Et ensuite, moi très spontanément, je le dis aussi à mes clients quand c'est le cas. Voilà. Je considère qu'on n'a pas la masse critique. Qu'est-ce D'accord. qu'on fait? Alors ça n'empêche pas de continuer sur un autre mode et cetera, mais cette notion de masse critique, de volonté de changer D'accord. et d'avoir l'ADN et les compétences aussi pour faire ça, est fondamentale dans les projets de transformation. Super, bah, merci pour les valeurs, Stéphane. Du coup, tu parles d'agilité. Oui. Est-ce que tu as des exemples à me donner, une anecdote, sur l'agilité? Oui, il y a une anecdote qui me vient à l'esprit. C'était en usine où d'ailleurs une mission assez, je dirais, un positionnement assez novateur où il s'agissait à la fois de faire du project management office et du coaching et de coacher là, en l'occurrence, la chef de projet, qui était à la tête de ce projet. Et bien évidemment, j'arrive en usine et la chef de projet qui me dit: «Bah tiens, oui, tu
tu es bien gentil, bon, tout ce que tu peux m'aider à faire, bah, ça sera très bien, mais moi le coaching, j'ai pas le temps. Déjà là, je pars très tard le soir, j'ai 1 heure, pour rentrer chez moi, je vois ma famille très tard. Ouais. J'ai vraiment pas le temps de passer du temps là-dessus et donc, bah, situation, quand même de blocage au départ. Moi, je suis missionné pour ça. Alors, missionné par le siège, on arrive en Ouais. usine et cetera et puis à un moment, je la vois, il se trouvait que c'est une personne qui fumait et comme on était sur un site, Céveso, pour aller fumer, il y avait des endroits spéciaux, donc il fallait marcher 5 minutes, aller au point de rendez-vous, fumeur, D'accord. fumer sa cigarette et revenir. Donc en fait, les pauses cigarettes duraient de fait, hein, de par le site, une quinzaine de minutes et alors, bon, moi je suis pas fumeur, mais et je lui dis: «Beh, écoute, là je vois que tu vas fumer ta cigarette, si tu veux je t'accompagne et comme ça, pendant qu'on marche et pendant que tu fumes ta cigarette, on a un temps, tranquille, en Ouais. plus on marche en même temps, c'est très bien, pour parler de coaching, des sujets que tu veux, que tu aimerais bien, faire bouger, qu'est-ce que tu veux faire et cetera et le premier sujet était de la gestion de son temps. Voilà, comment trouver du temps dans voilà et donc c'est comme ça qu'on a initié des plages. Alors on en avait 2 par jour, on avait trop de temps, hein, on n'avait pas Ouais. besoin de 30 minutes, 2 heures et demie par semaine pour faire ça. Mais on a trouvé du temps pour justement enclencher ce coaching, voir aussi là les personnes qui ont jamais été coachées, voir le bénéfice qu'elles pouvaient en trouver, elles-mêmes directement. Donc voilà, c'est comment effectivement on parlait d'agilité, comment dans un environnement où, en appliquant les règles standards, bah, tiens un coaching c'est dans un bureau, c'est machin, c'est, on prend rendez-vous à l'avance et cetera. Comment on arrive à bouger les lignes, challenger un peu le statu quo, l'expression que j'aime bien, bah, pour faire des choses que sinon on n'aurait pas Ouais. pu faire. Super exemple et même servir aussi sur le terrain parce que finalement, tu étais sur le terrain, tu t'es rendu compte que la personne allait Oui, c'est fumer. aussi un cas terrain, oui, tout à fait. Top. On a beaucoup parlé de projets, de transformation. Mmh. Est-ce que tu as des exemples de projets de transformation qui sont les plus demandés, qui reviennent souvent? Ah bah, les axes, alors que moi je traite et qui sont les plus demandés, il y a, bah, tout ce qui est réorganisation, rôle et responsabilité. Il y a les process, lean, efficience opérationnelle, tous ces sujets-là et il y a un troisième axe, moi, que je traite, c'est la culture managériale. C'est comment, effectivement, on va changer la culture managériale, les référentiels de management, du coaching, collectif, individuel, comment on bouge tout ça et ensuite il y a un autre, domaine qui est très important, c'est tout le domaine des outils. Puis moi, alors, je suis plutôt dans l'animation, je suis pas un spécialiste forcément des outils, mais c'est souvent une brique aussi qu'il faut, qu'on traite en parallèle, parce qu'on peut pas changer finalement, quand on change par exemple, une nouvelle organisation, un exemple, quand on passe faire par exemple d'une entreprise organisée métier, d'une entreprise organisée business unit, centre de résultats, bah, ça oblige à revoir les outils de reporting, les outils financiers et donc il y a tous les outils de facturation, de RP et cetera, qui doivent être mis à jour exactement en même temps, en fait, en même temps qu'on change l'organisation. Donc l'aspect outil, en fait, est indissociable par exemple, de l'organisation ou des process. Tous les process, il y a toujours des outils derrière. Donc voilà pour les grands domaines qui vont être concernés par les projets de transformation. OK, top. Et toi, tu me disais tout à l'heure en début d'émission que tu intervenais pas mal aussi dans tout ce qui est industriel. Oui, C'est un secteur où il y a beaucoup de demandes, c'est ça? Ou comment t'es rentré dedans? oui, alors moi, parce que j'étais déjà dedans, alors par Ouais. le ferroviaire. Ensuite, bah, quand on parle d'industrie, des secteurs dans lesquels moi j'interviens, donc c'est des secteurs que j'appelle, c'est pas très joli, mais mobilité lourde, hein. Donc ça va être, ferroviaire, l'aviation, les secteurs aussi, connexes de défense. Heu, l'énergie aussi, et puis aussi, il peut y avoir des domaines un peu plus, tech et les domaines, tous ces process industriels type, pharma ou alimentaire. OK. Là, il y a quand même pas mal de process où il faut Ouais, voilà. s'organiser. Soit en fait, c'est des augmentations des changements de production en usine, donc ça touche à l'outil industriel, soit ça touche, moins à l'outil industriel, mais il y a souvent un outil industriel derrière, ça touche aux produits directement qu'on va fournir à un client et là, c'est des grands projets, c'est livrer, des trains, des bateaux, des avions, pour paraître ce secteur-là. OK. Donc il y a une phase peut-être où tu vas faire un peu d'audit,
Tu vas pouvoir aussi coordonner avec toutes les équipes, avec toutes les différentes strates? Alors oui, en fait, il y a 2 types, 2 grands types de missions. Il y a soit des missions d'audit qui restent que des missions d'audit, voilà, d'audit managérial et j'en ai fait beaucoup. Qui sont très intéressantes, parce qu'on met en lumière, les différentes choses, ce qui marche bien et puis ce qu'il faut changer. Et puis il y a des missions opérationnelles, c'est-à-dire il y a des missions où il n'y a pas d'audit, c'est voilà, on veut atteindre le résultat. L'audit en fait, il se fait en marchant, il se fait pendant la mission, voilà. Et puis il y a les 2 de temps en temps, bon, il y a des choses très construites où voilà, on fait un audit, ensuite on regarde, tiens qu'est-ce qu'on va faire? Et ensuite on le déploie, voilà. Et souvent, en fait, dans les missions, moi de plus en plus, je suis sur les missions opérationnelles parce que finalement c'est ce qui m'amuse, plutôt que de faire beaucoup d'interviews, des questionnaires, des machins, en tirer quelque chose et les entreprises de temps en temps, elles le mettent en pratique ou elles le mettent pas en pratique. Donc il y a un aspect plus théorique et on voit en fait que c'est, moi j'aime bien l'expression anglaise, walk the talk, hein. C'est en marchant Mmh. qu'on va vers l'objectif et qu'on atteint les résultats et ça permet de voir à la fois les très rapidement, bah, il y a des signaux forts qu'on voit parce que tiens, tel document on l'a pas et puis il y a tous les signaux faibles aussi qu'on capte, bah, justement quand on est sur le terrain. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des maîtrises que tu vas, venir mesurer, en tout cas à la fin de la mission, tu sais que tiens, on va regarder ça et ça, pour dire que la mission a été réussie, quand tu vas te fixer des objectifs, c'est Oui, alors ensuite ils des sont ils mesures? sont ils sont souvent définis effectivement en début de mission. D'accord. Donc il y a des métriques, des KPI, sur les délais, en fait, on les choisit au départ et puis on les suit, en fait, tout au long de la mission et alors soit ils sont propres à la mission, soit aussi c'est des métriques qu'on met en place sur les projets pour pouvoir piloter des projets. D'accord et après donc on voit vraiment un changement entre avant, après, tu es capable de mesurer Oui. Ce qui est et très important et c'est alors l'idée c'est de mettre en place des choses et aussi, moi c'est un des axes, de mes accompagnements, c'est, d'être pérenne. Moi ça m'intéresse pas, alors de temps en temps on le fait et puis derrière ça prend un peu moins, mais ça m'intéresse pas de mettre en place quelque chose et puis quand je suis parti, on revient comme avant. Il faut que vraiment les gens adhèrent, donc il y a un changement, il y a mettre en place quand même des méthodes, ouais, mais aussi, il y a le changement profond des des personnes, ouais. des personnes, qui sont derrière. Mmh. Moi, ce que je dis, en fait, dans la manière dont je définis, l'action de Riverton, hein, il y a 3 verbes. C'est piloter, bien évidemment, transformer et unir. Unir, Mmh. c'est l'aspect humain, voilà et il y a, en fait, tout le donc ça, c'est ce qu'on veut d'un point de vue, je dirais au-dessus de la surface de l'océan, l'aspect visible. Mais il y a l'aspect invisible derrière ça et d'ailleurs que j'aime, aussi beaucoup, c'est que pour faire tout ça, il faut une architecture. Voilà, une architecture alors que, bon, moi je partage volontiers, mais qui est un peu c'est pas que c'est secret, mais que ça va pas intéresser les gens. Comment savoir quels sont les rouages qu'il y a derrière pour pouvoir faire tout ça? Donc s'il y a mais les cartes, la cartographie, l'architecture de tout ça, elle est très importante. Il y a relier aussi et 3e point, bah, c'est la toutes les méthodes qu'on met en place, les outils et c'est ça qui va permettre ensuite d'avoir un résultat, pérenne parce qu'au final, à la fin de la mission, les personnes, elles ont individuellement et collectivement changé dans leur mindset. OK. Moi, je comprends mieux aussi du coup ce vernis, en tout cas sa partie coaching que tu as. Ouais, Là, tu vas venir vraiment du coup les faire monter en compétences, les faire changer individuellement, voilà, leur parler et leur c'est ça. transmettre aussi, tiens, pourquoi il y a tel projet, les rassurer, les accompagner, transformer aussi leur façon de penser et d'agir. Exactement. Pourquoi on fait ça et qu'est-ce qui est important? Et souvent, peut-être l'élément bloquant quand on voit les personnes en fait agir, je sais pas, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est, juste sur un chef de projet pareil que je coachais, la personne prenait, des notes sur un cahier. Ouais. Ah donc en fait, à la réunion, machin, clac, 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 avec son cahier, avec son crayon et cetera. Et je lui dis: «Mais moi, enfin nous, ce qu'on apprend dans le conseil, c'est qu'on est orienté résultat. C'est finalement, bon, prendre des notes, c'est bien, mais pourquoi, bah, tu vas pas taper directement le compte rendu de la réunion, par exemple? Ou voilà, travailler plutôt sur un livrable final et des livrables finaux sont plutôt aujourd'hui, hein, Ouais. des livrables sous forme, digitale, hein, Bien c'est sûr. plutôt des mails, des documents Excel, Word ou autres, ou PowerPoint. Donc je dis: «Pourquoi tu fais pas ça directement?» et ce qui est intéressant d'ailleurs dans le coaching, c'est que quand les gens sont prêts, Ouais. c'est immédiat.
Et là, la personne était immédiatement prête à faire ça, du jour au lendemain. Elle laissait D'accord. tomber ses cahiers et c'était un gain de productivité pour elle, puisque c'était un des axes de travail. Comment j'augmente ma productivité? Ça a été un axe immédiat. Donc il y a des sujets, en fait, qui sont prêts, où les personnes vont changer tout de suite. Il y a des sujets où moi que je vais voir, mais que les personnes ne sont pas prêtes. Voilà. D'accord. Bah, dans ces cas-là, c'est pas grave. On pose la chose et ça sera peut-être pour plus tard, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, jamais peut-être, mais D'accord. voilà. Et donc, on essaye dans l'action d'accompagnement de changer ce qui peut être changé et il y a ce qu'on appelle des quick wins, hein. Il y a forcément des quick wins, des choses qui étaient, comme un fruit sur un arbre qui est mûr, il y a plus qu'à le cueillir et tout est prêt. OK, merci Stéphane. Bah, du coup, ça me fait rebondir, tu parles de, voilà, de prendre des notes, sur un cahier, du digital. C'est quoi un peu, forcément je suis obligé de te parler d'IA, Ouais. et c'est quoi un peu l'évolution de ton métier, plus peut-être avec l'impact de l'IA? Est-ce que tu vois des choses à ton niveau? Oui, alors forcément l'IA, touche tout le monde, enfin c'est une banalité de le dire et ça va profondément transformer, en fait, pour moi c'est un outil de plus. Alors je sais pas si c'est un outil de plus ou pas parce que ça va être très, ça va transformer beaucoup de choses. Mais l'idée c'est de se dire, voilà comment, pas avoir peur et comment, effectivement on en bénéficie. Il y a tout un tas de choses qui vont passer dans des choses automatiques, y compris dans les métiers du conseil. C'est très bien, ça va nous faire gagner du temps. Donc voilà, OK, et c'est déjà le cas, hein. d'accord. Voilà, mais je m'en sers, pour différents sujets et donc ça marche bien. Et en revanche, il y a un des sujets, alors peut-être qui passera un jour, hein, mais c'est l'humain. C'est tout Ouais. l'humain, c'est-à-dire, les signaux faibles, voir de manière très, presque imperceptible, des résistances d'une personne par rapport à une situation. Ça, je pense qu'il y a encore et alors tant mieux en fait dans le temps qu'on va passer à faire ça, on va pouvoir se concentrer beaucoup plus sur l'humain qui est un truc, qui est une chose, qui est une chose qui est les relations humaines qui sont passionnantes, hein, enfin en entreprise et surtout sur les projets de transformation. Plutôt que d'être le nez dans des tableaux Excel ou dans du reporting. OK, top. Bon, bah, merci Stéphane. Encore quelques questions, Vas-y, j'avais vas-y. le cas. Concrètement, qu'est-ce que tu vas apporter, aux clients? À la fin, au fond, c'est quoi un peu le message? Ou après ton passage, qu'est-ce qu'ils retiennent? En tout cas, les clients, comment tu les impactes, Je pense que une de mes manières de communiquer, c'est un peu par l'exemple. L'aspect très, opérationnel et concret des missions, c'est de montrer l'exemple. Alors soit dans ce que je fais moi-même, soit dans les équipes ou mes partenaires qui travaillent avec moi. Ça va être de se dire, voilà cette personne, je ça veut pas dire qu'il faut la copier, mais c'est la manière dont les choses sont faites, l'approche et cetera, j'ai envie que ça soit inspirant pour un client qui a pas forcément cette manière de faire et qui souhaite justement, évoluer. Donc je dirais qu'il y a ça. Ensuite, bon, les clients, qu'est-ce qu'ils recherchent? Les clients, au départ, ils sont stressés, des choses marchent pas bien, il y a les aspects humains, il y a leurs équipes, il y a le client, il y a, il y a un manque de méthode, il y a le côté, dont tu as parlé, le manque d'agilité, souvent. Et donc l'idée, c'est de rendre les choses, je dirais, plus fluides. Moi, voilà, c'est plus fluide. Les clients sont plus sereins après, ils sont plus, voilà, ils sont plus cool pour, un résultat qui est, mieux, en fait, qui est pour une efficacité, pour un mode opérationnel qui est amélioré par rapport à ce qu'il y avait avant. OK, top. Bah, merci en tout cas Stéphane. Du Merci. coup, pour retenir, juste pour finir, de l'humain, de l'agilité, être sur le terrain, c'est ça c'est un peu les valeurs que tu Oui, représentes et ce qui est important, pour toi. oui, absolument et je dirais, ouais, peut-être pour conclure, effectivement, quand on me demande, finalement, c'est quoi le plus important? Alors
c'est un terme qui peut paraître galvaudé et qui peut paraître un peu facile, mais en fait, il est essentiel, c'est vraiment le mindset, c'est l'état d'esprit dans lequel, moi, je vais arriver et dans lequel j'ai envie que mes clients soient. Et quand je dis mon client ou mes clients, c'est-à-dire un maximum de personnes, parce que j'accompagne des équipes avant tout, dans lequel un maximum de personnes, en fait, vont être embarquées. Donc le mindset, le fait de se dire: «J'ai un objectif, mais surtout je peux l'atteindre et je sais comment je vais l'atteindre», ça c'est fondamental, voilà. Donc je dirais il y a le mindset, il y a les méthodes forcément, parce que ça passe par des méthodes et puis il y a l'humain, le collectif, je pense qui est fondamental dans la réussite de tout grand projet. Top. D'accord. Merci en tout cas pour ces recettes, en tout cas Merci ces Fred. ingrédients. Merci, c'était un plaisir en tout cas.